D'abord, je voudrais dire que je trouve ça fantastique. Moi, je suis très content d'être ici. Alors, je vais vous parler du big data. Je n'ai pas hésité longtemps pour conserver le terme utilisé le plus fréquemment, parce que franchement, grosses données, c'est vraiment pas terrible. Donc, commençons par une définition. Big data, ce qu'il faut retenir, c'est que l'informatique moderne, vous savez, dont la puissance double tous les ans, est aujourd'hui suffisamment puissante pour analyser des montagnes de données. Et des montagnes de données qu'on met dans des entrepôts de données qui abritent des fermes de serveurs. Alors oui, là, on est dans le français. Donc, retenez ces grandes usines, c'est les usines du XXIe siècle, c'est l'industrie de la connaissance. Et je vais essayer de démontrer en 6 minutes 22 secondes pourquoi ça va révolutionner la médecine, avec un exemple de spécialité, la cancérologie, un exemple de pratique médicale, la prescription de médicaments, et un thème plus général, la santé publique. Alors d'abord, il faut les alimenter, ces entrepôts. Vous avez peut-être vu dans la presse qu'on a déjà des grands entrepôts de données, mais c'est plutôt des données de nature médico-administrative ou de remboursement. Et ça ne va pas suffire à révolutionner la médecine. Il faut les données riches du dossier médical informatisé. C'est quoi le dossier médical informatisé? Alors, ça peut être un peu désagréable, c'est quand le médecin, dans une consultation, ne regarde plus le patient en chair et en os, c'est qu'il regarde l'écran, il regarde le dossier médical informatisé. Et le dossier médical informatisé, c'est une sorte, un double de vous-même. Alors je dis vous-même, pas seulement les malades, parce que c'est un double virtuel qui comprend tous les éléments utiles à votre santé, à la pratique de la médecine. Ça va de la naissance au carnet de vaccination, aux maladies infantiles, et évidemment, au cours du temps, l'ensemble des maladies intercurrentes et les maladies chroniques qui arrivent le plus tard possible. Et quand on est dans les maladies chroniques, il est indispensable d'avoir un dossier médical informatisé pour suivre dans le temps tout ce qui va arriver. Et ça a été dit, le dossier médical, si on le transmet entre les différents prestataires spécialistes, ça va être un outil de coordination des soins. Donc il faut qu'il suive le patient dans le temps et dans l'espace. Je sors un petit peu du big data pour vous faire une remarque, une recommandation. Ça va prendre un petit peu le temps avant de rendre les dossiers médicaux de tous les Français disponibles sur le réseau. Et d'ici là, il y a une idée qui apparaît dans le monde, qui n'est pas idiote, c'est de vous laisser télécharger les éléments qui sont les vôtres, des différents serveurs qui possèdent des éléments de vos dossiers médicaux, sur le smartphone dont on ne se sépare jamais. Donc ça, je ferme la parenthèse, mais ça serait sans doute une bonne idée. C'est en démarrage dans certains pays, dont les États-Unis, et Cameron a annoncé que tous les Anglais devraient avoir accès à leur dossier médical d'ici quelques années. Peut-être il optera pour la même idée. Bon. Comment on alimente les entrepôts? À partir des données du dossier médical, de votre double virtuel, on va prendre ces données et avec votre accord, on va les exporter dans les entrepôts. Donc quelque part, on crée un deuxième double de vous-même, qui est un double médical statistique. Bon. Donc les 3 exemples que je vais donner, le premier, c'est une spécialité. Donc on l'a déjà vu. Si je commence à analyser à grande échelle les données des dossiers patients qui présentent des cancers et que je croise ça avec les données génomiques, je vais redéfinir la classification des cancers. Donc ça a été dit par M. Thurs, ça a été dit par un prix Nobel de médecine, Harold Varmus. Il a dit le cancer n'est plus une maladie, c'est une constellation de maladies. Et on a besoin du big data pour établir cette constellation, pour reclassifier les cancers et pour trouver les thérapies donc ciblées qui vont être adaptées à chacune des sous-catégories qu'on va trouver. Il y a un président de l'ASCO, c'est la plus grande organisation en cancérologie, qui a dit il n'y a pas très longtemps, à la commission cancer qui est placée auprès du président des États-Unis, Barack Obama, que si on n'avait pas une infrastructure de big data pour relancer la lutte contre le cancer, la révolution attendra. Donc vous voyez que c'est un enjeu assez considérable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir stocker ces données, les analyser. Or, les données génomiques ont un volume absolument énorme. Énorme. Je ne sais pas si vous avez vu, on parle beaucoup du prix du séquençage qui s'effondre. C'est un domaine c'est une information assez relayée. En réalité, le prix du séquençage n'a presque plus aucune importance. Rien que le prix du stockage, c'est 5 fois le prix du séquençage dans une année. Et en réalité, tous les investissements vont porter sur la capacité à analyser les données de ces dossiers patients dans des sortes d'entrepôts spécialisés. Et les entrepôts spécialisés qui se mettent en place, on les appelle parfois des registres de cancer de 2e génération.
Il comporte déjà des dizaines de milliers de dossiers, voire sans doute des centaines et peut-être quelques-uns des millions, et ils font l'objet de politiques nationales publiques dans des pays comme l'Angleterre ou comme les États-Unis. Donc il faut sans doute investir dans une infrastructure de big data, d'autant plus qu'on ne fait pas seulement que stocker et analyser. Le plan à long terme de l'entrepôt de données spécialisé, de l'infrastructure de big data pour la médecine dite de précision, c'est au fur et à mesure qu'on va analyser, croiser les données, c'est renvoyer l'information qu'on aura générée de la nouvelle classification et des thérapies ciblées dans le dossier médical qui est sur l'écran du médecin prescripteur. Ça s'appelle un système d'apprentissage rapide en boucle. Et donc, ça ne fonctionnera bien que si on a une infrastructure de big data pour, à l'avenir, permettre une aide à la décision. Et on sait qu'avec la complexité de la médecine actuelle, à commencer par la cancérologie qui va croiser l'ensemble des données dont j'ai parlé, on a besoin de ces aides à la décision. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple de révolution attendue, c'est une pratique, c'est la prescription de médicaments. D'abord, sachez que si on analyse bien les dossiers médicaux, en suivant une large population, on saura mieux comment les médicaments fonctionnent. Parce qu'en réalité, à partir des essais cliniques qui portent sur des populations relativement faibles, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, surtout sur 3 ou 4 catégories d'individus, qui sont les enfants, les personnes âgées, les femmes et les gens qui ont plusieurs maladies chroniques, ce qui est en général le cas. Donc là aussi, le big data va devenir intéressant pour personnaliser aussi cette pratique médicale. Et si on introduit la génomique, alors ça s'appelle la pharmacogénomique, on va pouvoir aussi prendre en compte les susceptibilités individuelles des patients qui sont déclenchées par leur patrimoine génétique face à la façon dont ils utilisent, pour leur bien ou pas pour leur bien, on va le voir, des médicaments prescrits. Je vous donne un exemple qui est encore débattu, mais qui est intéressant. Il y a 4 millions de Français sous statine. La plupart sont sous statine pour prévention primaire. C'est 0 qui est marqué là. Donc 20 à 25% de ces Français vont avoir des troubles musculaires qui sont liés à leur susceptibilité. Et donc vous voyez que si on a des structures de big data et des systèmes de retour et d'aide à la décision, on va sans doute améliorer la prescription, éviter de surprescrire, adapter et donc contribuer à mettre en place une médecine plus personnalisée. Juste en 2 mots, je voudrais juste absolument 2 mots pour conclure. Il faut, évidemment, on a parlé Big Brother, donc vous êtes pour l'instant, nous sommes protégés par la loi sur l'utilisation des données médicales, notamment par les assureurs dans le scénario catastrophe. Par contre, vous n'êtes pas protégés du tout contre les risques de divorce, parce que c'est vous qui mettez les données qui sont utilisées, notamment par les livreurs de pizza. En 2, le médecin va rester indispensable et le patient ne doit pas être résumé à une statistique. Autrement dit, les préférences individuelles du patient vont toujours nécessiter une interaction entre un professionnel de santé et un patient. En 3, il y a une notion de don d'information. Il faut que la population soit rassurée sur l'usage qui sera fait des données dans le système du big data. Et je voudrais juste ma conclusion, c'est que vous voyez, il y a un paradoxe. On aura une médecine personnalisée que si on a une infrastructure de big data qui traite les données personnelles d'un très très grand nombre de personnes.